Avec ce bilan de lecture manga, je vous fais un retour sur mes dernières lectures. Sur Insta, vous pouvez savoir si j'ai globalement apprécié ou pas, et ce en temps réel. Ici, je donne quelques arguments que j'aurais eu la flemme d'écrire. Dans tous les cas, que ce soit sur Insta ou dans les commentaires YouTube, je vous réponds généralement assez vite, c'est le bon côté de ne pas avoir 10 000 abonnés. Je vais commencer par les titres édités par Meian, puis les autres licences un peu comme elles viennent. À savoir, concernant les licences de Meian, ce ne sont que des tomes que j'ai demandés et qui m'ont été généreusement envoyés en service presse. Et bien évidemment, je les en remercie. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, sont disponibles les 62 tomes de Kingdom, les 16 premiers tomes de Kengan Ashura, et bientôt seront disponibles les 6 déjà sortis de Grand Blue, sur tous les portails numériques. Petit à petit, le catalogue numérique de Meian s'étoffe et je mise sur Gannibal comme prochain titre disponible. Alors, si vous avez trop peu de place chez vous ou que vous avez encore des difficultés à trouver les tomes près de chez vous et que vous avez une tablette, faites-vous plaisir. Après, la qualité d'édition en format papier, je la trouve quand même assez irréprochable chez Meian. Par exemple, au niveau des dos, en général, tout est aligné. Générique. Et on commence avec « Mon bourreau de père est enfin mort ». Alors j'ai demandé à ce que Meian m'envoie ce one-shot car, on peut le dire, il fait office d'ovni dans leur catalogue. Tout comme ce format grand et souple, un peu à l'image de ce qu'a proposé Mangetsu pour le Mandala de Feu. Donc voilà, le titre est explicite et l'aspect graphique de cette licence a attisé ma curiosité. Et le moins que je puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçu. Mais je vais en dire plus car le récit est fort intéressant, car vous pensez bien que ce n'est pas juste l'histoire d'un père alcoolique qui tape sur sa fille. Non, c'est bien plus complexe. La narratrice, parce que vous le comprenez bien, nous sommes face à un récit autobiographique, a 2 grands frères et une mère qui se fait battre régulièrement jusqu'au jour où cette dernière va quitter son mari pour protéger ses enfants. Seulement, contre toute attente, la mère va prendre la décision de retrouver son mari avec ses enfants. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que nous allons suivre la jeune fille grandir avec ses démons, ses états d'âme, son rapport aux autres, ainsi qu'à ses relations amicales et amoureuses. Avec ses mots, M-A-U-X bien sûr, mais aussi avec ses défauts, parfois de gros défauts. Ce qui donne à ce récit vraiment quelque chose d'authentique. J'ai beaucoup aimé, c'est un excellent témoignage sur la gestion de la colère, puis le manga arrive à nous surprendre sur un thème qui, a priori, ne semble pas si complexe. J'ai clairement pas perdu mon temps. Donc bien évidemment, si vous êtes curieux, je vous recommande cette lecture. Alors j'ai eu le loisir de recevoir et donc de lire les tomes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de Kengan Ashura. Après Kingdom, Kengan Ashura est la seconde série du catalogue de Meian à profiter d'un abonnement et d'un coffret. C'est également la seconde série disponible en version numérique. Pour le coup, j'ai eu de la chance que Meian m'envoie les 8 derniers tomes et bien évidemment, je les remercie encore pour ça, car je m'en suis donné à cœur joie. J'ai enchaîné les combats les uns après les autres et le plaisir qu'on a à lire le manga lorsqu'on a déjà regardé l'anime disponible sur Netflix, c'est qu'il apporte plein de petits éléments en plus. Je pense en particulier aux apparitions du maître Doma et du Nico Style, ou alors c'est moi qui ai la mémoire courte, mais j'avais pas souvenir des détails concernant qui ou quoi lui ont enseigné le mode berserk, jusqu'à lui faire oublier sa vraie force. Ah, le fantôme de son maître Nico nous tease un petit power-up, j'ai hâte de lire la suite. Et 4 tomes d'un coup, ce sera juste le kiff. Bien sûr, une pensée pour Karakuri Circus qui arrivera 4 par 4 aussi, rien que d'y penser, je trouve ça dingue. J'ai également lu le tome 3 de Demon Lord and One Room Hero. Franchement, la licence est très sympa. Par contre, de savoir qu'il n'y a que 5 tomes en cours au Japon, ça me désole un peu. L'attente entre les tomes va être long, alors que c'est typiquement le genre de manga que tu aimes enchaîner. C'est un manga qui est centré sur l'humour, mais tu sens qu'il en faut peu pour qu'il passe en mode full combat. Ce que semble promettre le tome 4 d'ailleurs. Et clairement, je suis content que ce tome 3 n'ait pas fait pchit après la découverte des 2 premiers tomes. Je suis bien rentré dans le délire de la licence qui chill entre l'humour et les combats. Le tome 7 de Gannibal, on est officiellement à la moitié de l'œuvre et c'est déjà trop le bordel. Plus rien n'arrête les gotos. La mise en scène est toujours haletante, le trait haché et le suspense à son comble. Remarque pour tous ceux qui sont sur Marseille, il y a la Japan Expo Sud et il me semble, si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi tout de suite,
que sur le stand de Meian sera disponible ce tome 8 en avant-première. Je me suis mis à jour en lisant les tomes 61 et 62 de Kingdom, qu'il est agréable de reprendre la lecture de Kingdom. On sent bien évidemment que Kenki va avoir un gros rôle à jouer. On peut parier que le prochain coffret le mettra à l'honneur d'ailleurs. C'est lorsqu'on a un tome de Kingdom dans les mains qu'on se rend compte que Meian propose un produit qualité-prix assez incroyable. Je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais eu aucun souci de découpe des covers. Elles sont toujours justes, les numéros des dos, ils sont tous parfaitement alignés. Je n'ai rien à redire là-dessus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a peut-être un an, il y avait une coquille sur le logo de dos, une histoire de point rouge, je sais plus trop. Et bien sûr, ça a été remonté sur les réseaux par certains. Et étant abonnés, 2 mois plus tard, nous recevions de nouvelles covers. Qui nous avait déjà proposé un tel SAV? Service après-vente. Bref, le seul reproche à faire, c'est de ne pouvoir les lire que 2 par 2 aujourd'hui, et plus 4 par 4. Quel pied c'était d'enchaîner les chapitres. Voilà, et on enchaîne avec d'autres licences. J'ai lu le tome 43 de AQ. On est dans une phase de conclusion de la série assez géniale en fait. On est loin d'une fin rushée, et ça fait du bien, surtout pour un manga de sport. Notre personnage fait son grand retour dans le monde professionnel du volley, après un entraînement de beach volley de plusieurs mois au Brésil. On peut voir l'évolution physique de notre héros. Franchement, il a pris en maturité dans tout point. Et lorsque le récit reviendra au Japon, les équipiers de la veille seront adversaires et les anciens adversaires seront de nouveaux coéquipiers. Franchement, ça promet. Ça promet de savoir qu'il reste encore 2 tomes avant que la licence se finisse. D'ailleurs, je viens tout juste d'apprendre qu'il va y avoir un spin-off en un tome, un one-shot de AQ au Japon. Et je peux comprendre que le Weekly Shonen Jump peine à trouver son successeur dans le magazine de prépublication, car la barre, elle est haute. J'ai également lu Innocente Rouge, tome 8, 9, 10, 11, 12, donc jusqu'à la fin. Comme je le pressentais, je commençais déjà à avoir un problème avec ce titre que je trouve de plus en plus décousu. Autant j'aime bien les métaphores que le mangaka peut utiliser pour imaginer des situations, autant sur les derniers tomes, ça m'a perdu, du moins dans mon intérêt pour l'œuvre. C'est un fait, c'est très beau, les dessins ont une esthétique qui reste impressionnante, mais qui en devient presque aseptisée lorsqu'on ne profite pas des contrastes avec la vermine de Paris et du peuple affamé. Puis quand je vois la tête de Robespierre, voire de Danton, je me dis que le caractère design est parfois bien trop éloigné de la réalité, d'autant plus lorsque j'ai l'impression de voir la Team Rocket prendre le contrôle de son corps. Enfin, j'ai pas plus été réceptif que ça lorsque Shinichi Sakamoto joue avec les codes du shoujo. Vous comprendrez la lecture, il y a quelque chose de brillant dans la réalisation, dans les idées, mais le tout s'éloigne de la première série Innocente. Et peut-être que le souci vient aussi de la caricature qui est devenue Marie-Joseph Sanson. Donc un grand oui pour Innocente, mais en fin de compte, un petit mouais pour Innocente Rouge, malgré ses nombreuses qualités. Ce qui n'empêche pas que j'ai de grandes attentes auprès de sa dernière série qui traite de vampires, car je me dis que son style actuel s'y prêtera à merveille. J'ai également lu les tomes 29 et 30 de Black Clover. J'ai pas grand chose à dire, hormis que les combats s'enchaînent. Et que ça fait plaisir de voir le plus faible de la compagnie du taureau se mettre au niveau des plus forts. Je passe un bon moment, bien que ça reste une lecture fast-food. Les enjeux sont là, c'est cool, il faut sauver le Capitaine Yami. Juste dommage qu'on soit arrivé au stade des transformations sur transformations. Ça pêche niveau scénario, quoi. J'ai lu le tome 1, Le Vagabond de Tokyo. Avant que j'investisse dans cette licence, je vous avoue que je ne savais pas trop quoi en penser, car si certains en disent du bien, d'autres trouvaient que c'était toujours la même chose. Un peu comme certains aiment dénigrer mon Cynthia Hunter. Non, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Donc les avis étant nuancés, après j'ai pas fait de grandes recherches non plus, j'ai fait confiance aux personnes de mon ancien Discord, et de ce que je peux vous dire, c'est que pour le coup, je ne le regrette pas. Cette lecture a été un vrai coup de cœur. Puis je suis très friand de ces auteurs qui font vivre leur personnage de mangaka dans le récit, auprès de leur personnage principal, d'autant plus lorsque celui-ci tente de s'émanciper de son auteur. Et lorsque les frontières entre la fiction et la réalité s'entrechoquent, comme Satoshi Kon s'en est donné à cœur joie dans son titre Opus, ou Kazuhiro Fujita avec Moonlight Act. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié avec cette œuvre, c'est que j'avais l'impression de voyager dans le temps. Le temps où les romans de Charles Bukowski me plongeaient entre l'autobiographie d'un écrivain et les aventures d'un vieux dégueulasse.
Bon, je vous fais un petit topo, c'est l'histoire d'un loser à qui il arrivera de drôles de situations en passant de coquin à très trash. Génial. J'ai également lu le tome 1 de Une vie de Mitsuki. On a une édition de qualité, mais de haute qualité de chez Cornelius, qui aura largement inspiré la dernière édition de Lone Wolf and Cub chez Panini. Ce premier tome est une autobiographie de l'enfance du mangaka qui sera suivi par 2 autres tomes, Le Survivant et L'Apprenti. Il est agréable de suivre la vie d'un mangaka qui à son niveau aura marqué l'histoire du manga en se spécialisant sur le thème des yokai. Même si je n'ai pas lu d'autres de ses œuvres, je peux percevoir les éléments de sa vie qui feront date et qui lui serviront d'inspiration pour les titres les plus connus. Bien évidemment, pour prendre pleine mesure du récit, il me semble plus pertinent d'avoir lu certaines de ses œuvres. C'est pourquoi je suis allé à la médiathèque et j'ai emprunté Nonumba. Comme vous pouvez le voir, c'est du gros pavé et j'ai dû m'y mettre à plusieurs fois pour le finir entre mes coups de fatigue et mes priorités. Oui, c'est cher, du moins ça peut paraître cher, puis tu te rends compte que vu la brique et la qualité, tu ne peux pas vendre ça moins cher. En parallèle, je suis en train de lire le journal d'une vie tranquille de Tetsuya Shiba qui a globalement le même thème. Et là, tout de suite, comme ça, je préfère le journal d'une vie tranquille, après les goûts et les couleurs. Bon, pour tout vous dire, moi j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver au 3e tome pour lire L'Apprenti. J'ai également lu les tomes 4, 5, 6 de Shirulan. Ça se lit bien, mais je m'attendais à un récit qui gagne en maturité. Après tout, c'est un seinen, mais ça reste très superficiel en tirant sur les ficelles du shonen et du furyo. Et lorsque je repense au début de l'histoire, je me demande bien à quoi ça a servi dans la narration de nous introduire dans un monde contemporain pour nous narrer cette histoire. Bon, je suis quand même curieux de découvrir la suite du titre, mais à l'heure actuelle, ça ne sort pas du peloton des mangas de samouraï à l'image des Gamaran. J'ai également lu le tome 6 de Awashi, c'est abusé, le rythme était parfait, tout roulait, tout était nickel. On voulait voir la suite, que notre héros brille lors de ses prochains matchs avec sa nouvelle équipe, et puis, bam, le coup de massue à la fin du tome. Franchement, chapeau, je ne m'attendais pas à ce qu'on joue avec nos nerfs avec un manga de foot. C'est une lecture rafraîchissante, mais aussi intelligente. Ça nous donne ce qu'on veut, mais ça nous donne aussi ce qu'on n'a pas demandé. Et ça, c'est fort. Bon vivement les sorties mensuelles, parce que là, c'est un peu sadique tout ça quand même, il faut le reconnaître. Puis l'anime va bientôt sortir, donc faut prendre de l'avance. Allez, ça va aller vite. J'ai également lu le tome 1 de Shisakobe, ça ne correspond pas du tout à l'image que je me faisais de la licence. Je ne sais pas pourquoi, sûrement le look du personnage principal, je m'attendais à un récit plus décalé. Et je sais que ce qui m'a induit en erreur, c'est l'excellence à Litness. J'ai clairement fait un amalgame alors que les 2 offres n'ont, mais alors vraiment rien à voir. Une fois la surprise passée, j'ai bien aimé ma lecture, mais pour être honnête, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Il serait logique que je finisse la série qui est en 4 tomes, mais j'ai pas non plus envie de me forcer. Voilà. Donc je verrai à l'occasion, je me procurerai le tome 2 afin de me faire une idée plus précise, à savoir si j'ai vraiment envie de lire et relire cette licence lorsqu'elle sera dans ma mangathèque. J'ai également lu le tome 1, 2, 3 de Insomniac. Je retrouve une mangaka qui m'a fait passer de très bons moments avec sa dernière licence, qui était La jeune fille du temple au chat. Et c'est un plaisir de constater qu'elle n'a rien perdu de son talent pour nous sublimer les choses simples de la vie et la beauté naturelle de ses héroïnes. Je vous fais un petit topo, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille dont leur insomnie respective va les pousser à se retrouver dans la salle d'astronomie désinfectée de leur école pour se reposer. Bien évidemment, les deux vont se rapprocher, entraînant avec eux un petit groupe d'amis pour réhabiliter le club d'astronomie. C'est simple, c'est efficace, j'adore. J'ai également lu le tome 1 de Manchuria Opium Squad. Je n'ai hélas pas pu lire dans son intégralité pour cause que dans le tome que je me suis acheté, le récit s'arrête à la page 144. Mais très bon premier tome qui donne envie de lire la suite. Le dessin et le scénario est noir, comme j'aime. Je vous fais un petit topo, mais vite fait, puisque tout le monde en a déjà parlé sur les réseaux. On va suivre l'évolution d'un jeune homme qui va tout faire pour sauver sa mère, atteinte de la peste. Seulement, en ce temps de guerre, il n'y a que 2 moyens pour gagner de l'argent, la vente d'organes des enfants ou le trafic d'opium. Les circonstances feront qu'il trouvera un champ de pavots et qu'avec ses connaissances, il arrivera à en purifier un opium de haute qualité. C'est sans compter les psychopathes qui lui tournent autour, ainsi que l'armée japonaise et les triades chinoises. Très bon premier tome qui rappelle à beaucoup et à juste titre Breaking Bad. J'ai également lu le tome 13 de Jagan.
Un avant-dernier tome qui se faisait attendre. Bon, pas besoin de relire les tomes précédents pour se remettre dans le bain. Lecture toujours aussi satisfaisante. Ça nous donne encore des petits moments jouissifs. Il reste un tome pour clore le récit et c'est faisable de faire ça bien vu que tout est réuni pour. Il nous est pas interdit d'espérer une fin pleine de surprises ou, à contrario, une fin qui donne tout ce qu'on attend du titre. Et on peut faire confiance à l'auteur pour ça. J'ai également lu le tome 2 de Ban le bouseux. On retrouve Ban en fâcheuse position. Les flashbacks continuent de construire le background du perso. Je trouve ça lourd. J'ai déjà dit que ça me faisait penser à Né pour cogner de Shinichi Sakamoto et ça se confirme. Le personnage du père de Ban est comme on aime, rustre, impressionnant, bien baraqué, bien violent, mais avec un sens de la justice. On voit que Ban le bouseux a été formé à bonne école, c'est de la badassitude. Juste dommage qu'il n'y aura que 4 tomes. J'ai également lu le tome 1 de Suikoden 3. Je me suis lancé dans un nouveau manga tiré d'un JRPG. Après mon petit kiff de lire les Emblem of Roto, je me fais plaisir avec Suikoden. Exceptionnellement, je ne vais pas vous faire un petit topo, ce n'est pas nécessaire. Je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas des mangas révolutionnaires. Niveau dessin, ça fait le boulot, mais au moins on sait dans quelle direction ça va puisque c'est tiré des jeux vidéo. Suikoden brille avec sa multitude de personnages non manichéens. Ce premier tome, qui en réunit 2, parce qu'en fait ce sont des tomes doubles, m'a donné envie de lire la suite, que je me suis d'ailleurs procuré. Je ne sais pas si c'est une collection que je garderai longtemps dans ma mangatech. En tout cas, je prends plaisir à la lire aujourd'hui et c'est le plus important. J'ai l'habitude de dire que les places sont chères dans la mangatech. Le moment venu, je ferai mon choix. J'ai également lu L'Argent du déshonneur. C'est le 11 décembre 2021 que Hiroshi Hirata est décédé. Et c'est en son honneur que j'ai extrait de ma pile à lire ce one-shot qui n'attendait que ça. Et que je me jette dessus après avoir découvert le mangaka à travers Satsuma que j'avais emprunté dans la médiathèque de ma commune. Et je vous le dis, ce format de lecture est génial. Grand format cartonné, c'est parfait. Et tout ce que j'espère, c'est que les prochaines rééditions des œuvres de Hirata seront d'une qualité similaire. Mais alors, de quoi ça parle? Je vous fais un petit topo. La première histoire est un récit qui nous explique à quoi correspond cette dette honteuse faite en temps de guerre entre le vaincu et le vainqueur afin que ce dernier épargne la vie du guerrier qui est à sa merci. Pour cela, le vaincu, celui qui demande à ce qu'on épargne sa vie, se voit signer une dette de sang. Seulement, il arrivera qu'il y aura des dérives entre une somme astronomique et un mauvais payeur. Et c'est là que le déshonneur jouera aussi un rôle prédominant chez les samouraïs. À la suite du premier récit, nous allons suivre un recouvreur de dettes qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au chasseur de primes dans les meilleurs westerns ou les meilleurs nanars. Et c'est de manière récurrente que nous allons suivre cet homme trop badass à travers plusieurs histoires qui apportent chacune ce petit truc qui donnera tout le sel au récit. Narrativement, j'avais parfois l'impression de lire du Lone Wolf and Cub. D'ailleurs, graphiquement, c'est très similaire aussi. Si vous trouvez une occasion dans une librairie spécialisée, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. J'ai également lu les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 de The Killer Inside. À un moment, il faut vraiment faire la sourde oreille lorsque tu as autant de youtubeurs qui te disent qu'ils adorent cette série. Et j'ai fini par test. Bon, j'ai hésité parce que c'est Kion et que ça me fait chier d'acheter des mangas pas disponibles en numérique, mais je ne regrette pas, c'est dans la même lignée qu'un My Omiro ou dernièrement d'un Quand sonne la tempête, un bon thriller que je qualifierais d'urbain, qui n'a pas baissé les yeux devant le Gannibal de nos campagnes. Bien sûr, j'ai pas pu résister, j'ai acheté le tome 7, mais on va dire que je fais durer le suspense, ça se termine en 11 tomes, parfait, il faut pas plus, j'ai hâte. J'ai également lu les tomes 1 et 2 de Mermaid Saga. Un gros oui pour cette saga, au point où nous aimerions en avoir plus. On aime suivre les aventures de Yuta et ce à travers les âges. Il est attachant, les histoires sont bien ficelées. Vraiment, j'aurais bien aimé du Inuyasha, bien noir comme ça. C'est le genre d'expérience qui me donne envie de lire d'autres licences de la mangaka que j'ai boudé, je pense à Rine et Mao. J'ai également lu tomes 5, 6, 7, 8 de Emblem of Roto. Je suis à fond dans l'aventure, je connais bien mieux l'univers de Dragon Quest que celui de Suikoden, et encore, je ne suis pas du genre à avoir saigné les différents jeux. Mais je kiffe ce côté noir que propose la licence, et même si tout est prévisible, je reste happé par l'ambiance. Oui, je fais beaucoup de comparatifs avec la licence de la quête de Dai, car les deux ont beaucoup de similitudes. Mais Emblem of Roto arrive à tirer son épingle du jeu avec ses qualités propres. J'ai juste hâte de finir cette série pour enchaîner avec la seconde éditée par Manabook, avant qu'elle ne soit plus dispo. Le récit ne perd pas de temps, ça va vite, je kiffe.
J'ai également lu le tome 1, 2, 3, 4 de Soil. Voilà, je me suis enfin mis après Wet Moon, après Search and Destroy. Voici la dernière œuvre de Atsushi Kaneko que j'entame et ce n'était pas gagné parce que, en soi, je ne suis pas friand du parti pris quant au choix graphique de ces œuvres. Jouer autant sur les noirs, c'est vraiment pas mon délire que je trouve pour le coup plus marqué comics. Mais lorsqu'on parle de Sol, ce n'est pas ce qui prédomine mais bien le blanc. Il y a déjà de quoi vous prendre à contre-pied. Et puis tranquillement, on rentre dans cette histoire de cette petite ville étrange qui cache bien des secrets et dont une famille est portée disparue. Je trouve que le premier tome a très bien posé les bases. L'ambiance est en rendez-vous, on se croirait dans Twin Peaks. De toute façon, l'influence de David Lynch est flagrante, au point que je me suis posé la question si c'était bien au Japon que le récit se déroulait. Puis il y a eu ce tome 2 qui m'a rappelé que j'avais un bouquin de l'auteur de Wet Moon dans les mains. Voilà, trop d'événements, trop d'infos, il y a de quoi péter un plomb dans cette petite ville. Bon, ok, on sent que dans les 9 prochains tomes, on va être baladé de ci, de là. On aura des réponses, après ce sera à nous de vouloir si on les accepte ou pas. Le mieux serait de ne pas en attendre et d'observer tranquillement de notre place privilégiée de lecteur les tourments que cette ville et ses habitants vont connaître. Sans parler du fourbier dans lequel sont tombés les inspecteurs. Ça commence fort, faut voir comment ça va finir. J'ai également lu le tome 7 de Blue Giant Suprême. Je vais craquer, mais en vrai, j'aime trop cette licence. Je pense au moins m'acheter les 3 premiers tomes de Blue Giant en format papier pour me rappeler, si besoin était, que cette série mériterait largement sa place dans ma mangatech. Et ce tome était génial. À chaque fois, c'est trop court, la narration prend une nouvelle tournure, une bonne partie sans notre personnage principal, qui est Dai, et c'est mortel. J'ai également lu le tome 3 de Keiju Ichigo. J'aime beaucoup cette série, elle propose une lecture efficace. Je suis curieux de voir comment va évoluer la licence, car après tout, nous ne sommes qu'au 3e tome, et les combats sont déjà high level. Ça va vite, ça manque encore de profondeur, mais en tout cas, il y a de quoi passer un très bon moment. J'ai également lu le tome 1 de Glouton et Dragon. Alors j'ai testé ce titre et je peux vous assurer que je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas suivi la recommandation de Manga with Zael dans sa vidéo Mangatech qui précisait qu'il était tenté d'en faire une vidéo. Alors quand on sait que sa dernière vidéo sur un manga en particulier était Doro et Doro, j'avoue que ça a attisé ma curiosité. Il nous prévient que les 3 premiers tomes sont des histoires de bouffe, comme le titre de la licence semble nous promettre, et puis que par la suite ça prend une autre dimension. Moi j'aime bien quand on me dit ça, ça promet de bons moments. Alors je lis ce tome 1, et pas de surprise, nous sommes dans un slice of life à la croisée d'un Shangri-La Frontière et un Goblin Slayer. Après, les personnages de l'équipe, que l'on suit à travers les donjons pour se faire des recettes de monstres, sont bien écrits. Leur caractère et leur humour est bien marqué, sans parler de leur appétit. Je ne me suis pas fait chier une seconde, c'est très sympa. Après, je vous avoue que la carotte fait tout. J'ai envie de profiter de ce quotidien avec eux, mais j'ai surtout envie de voir ce qui va troubler tout ça. C'est en numérique, il est fort probable que je reparle du titre si je prends le temps de lire la suite. J'ai également lu le tome 6 de Blue Lock. J'ai bien fait d'avoir mis ma lecture des chapitres de côté, car maintenant je vais pouvoir profiter pleinement de la sortie des nouveaux tomes. Voilà, c'était cool, je ne sais pas où ça veut vraiment aller, mais je passe un bon moment de lecture. Entre nous, si je devais faire un choix, je préférais largement continuer ma lecture de Awashi, mais on nous propose les deux, alors pourquoi bouder son plaisir? J'ai également lu le tome 1 de Battle Game in 5 Seconds. J'ai été curieux de découvrir cette licence dont j'entendais de bons avis. Mais en vrai, toutes ces licences de Battle Royale et de Survival Game, c'est plus trop mon délire. Des battles et des games, je m'en carre un peu, mais en toute franchise, j'ai passé un bon moment de lecture. Seul véritable bémol pour moi, c'est le caractère design du héros, un gosse, et d'une antagoniste, une gosse. Voilà, ça décrédibilise un peu trop le récit à mon goût. Après, oui, j'ai bien aimé l'influence de Togashi sur cette licence qui veut mettre en scène des combats techniques. Je vous fais comme un petit topo. Des personnes ont été sélectionnées pour tester des pouvoirs qu'on leur a donnés. Et ils vont devoir se confronter les uns aux autres, mais tout ça de manière très organisée. Et le truc, c'est que le pouvoir du jeune héros qu'on suit est celui que son adversaire croit. C'est-à-dire, si son adversaire pense qu'il est capable de cracher du feu, alors il peut cracher du feu. Donc ça promet de bonnes petites phases. Ce qui me donnerait bien envie de lire au moins les 3 premiers tomes, juste dommage que ce ne soit pas dispo en numérique. J'ai également lu les tomes 18, 19, 20 de Demon Slayer. On se remet à jour après avoir laissé filer 3 tomes. On s'approche de la fin. Je ne sais pas comment ils vont faire pour se battre contre le boss final sans haricots magiques. Bon, en ce moment, l'anime remet quelques pendules à l'heure en ce qui concerne les scènes d'action. Il y a tout ce qu'il faut pour rendre heureux ceux qui adorent le rendu en animé, parce que le manga enchaîne les combats.
Je serais curieux de savoir comment la mangaka va nous conclure sa série. J'espère juste qu'on nous introduira quelque chose après le combat final. Je vois venir le méga flashback du boss de fin pour nous expliquer pourquoi il est si méchant. Enfin bref, on verra bien. J'ai également lu le tome 31 de My Hero Academia, certainement l'un des meilleurs tomes de transition de My Hero Academia entre deux arcs. J'en dirai pas plus, hormis que j'ai adoré la dernière double page du tome. Mais s'il n'y avait que ça, je trouve que ce manga a très bien évolué. Et on attend la suite avec impatience. Voilà, ce sera tout pour cette fois-ci. On se retrouvera bien assez tôt lors d'une autre vidéo. En attendant, vous pouvez toujours m'interpeller dans les commentaires. J'aime prendre le temps de vous répondre. Profitez de n'être que 2000. Oui, 2000, vous êtes 2000. Lorsque vous serez 2 millions, ce sera une autre histoire. Vous avez bien entendu, vous êtes 2000 et comme toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête, je vous laisse me proposer quelque chose pour fêter ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier avec un thème précis, je vous écoute. Sinon, je trouverai bien un truc. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!